Salut à tous, aujourd'hui on attaque le premier tour des playoffs et on a un programme parfait. Une rivalité historique, des chocs de quarterback et surtout des rencontres où un seul détail peut faire basculer toute la saison. On va faire très simple, pour chaque match je te donne le contexte, les 3 clés tactiques et le facteur X, et à la fin je te donne mon pronostic sur le scénario le plus probable. On commence tout de suite avec le premier match, celui de samedi soir à 22h30 entre les Panthers et les Rams. D'abord le contexte, Carolina joue à domicile et c'est déjà important en soi. Les Panthers ont arraché leur qualification en playoff et jouent à domicile dans une ambiance qui peut vite devenir étouffante. En face, les Rams débarquent comme une équipe qui sait très bien voyager. 5 victoires cette saison à l'extérieur et une équipe capable de marquer n'importe quand et en quantité. 8 fois, les Rams ont marqué plus de 33 points dans leur match cette saison. La première clé, ça va être le tempo. Si les Panthers veulent exister, ils doivent imposer un match sale. Courir, manger l'horloge, multiplier les 3e tentatives converties et surtout, finir les drives par des touchdowns. Contre les Rams, si tu te contentes de field goal, tu te fais punir tôt ou tard. A l'inverse, Los Angeles va chercher à dicter un tempo rapide en attaque. Réduction du temps entre les snaps, passe intermédiaire pour essayer de gagner du terrain rapidement, gain de la première tentative le plus vite possible. L'équipe qui dictera le mieux son tempo prendra un avantage. Sur cet indicateur, avantage Los Angeles. Sur les 3 derniers matchs, les Rams ont en moyenne la possession du ballon 33 minutes sur 60 contre 24 seulement pour les Panthers. La deuxième clé sera de provoquer des erreurs au bon moment. Les Rams sont dangereux quand tout est dans le timing. Donc les Panthers devront casser ce rythme. Pression intérieure, viser des contres sur les lignes de passe et varier les couvertures pour obliger le quarterback à hésiter une demi-seconde. Une demi-seconde, en playoff ça peut être une interception, un fumble, un match qui bascule. Sur ce point, c'est un match nul, les deux équipes concédant à peu près autant de turnovers qu'elles en provoquent. La troisième clé sera du côté de la ligne offensive des Panthers. Si Carolina tient bon devant, ils peuvent vraiment installer leur plan de jeu. Play action, jeu au sol, passe longue pour Macmillan. Si au contraire Bryce Young se fait harceler, tu peux oublier la patience. Tu te retrouves à lancer vite, à subir des 3 and out et à redonner la balle à une attaque qui adore les possessions courtes. Ici, la relative lenteur de Bryce Young pourrait pénaliser les Panthers. Il met en moyenne quasiment 3 secondes à faire une passe, ce qui risque d'être trop long face à une défense comme celle des Rams. Avantage Los Angeles. Dans cette rencontre, le facteur X, ce sera l'ambiance et le début de match. Sur ce match, les 10 premières minutes vont être capitales. Si les Panthers marquent dès le début, le stade s'enflammera et les Rams devront courir après le score. Si les Rams marquent vite, Carolina devra ouvrir son cahier de jeu et là, ça deviendra très dangereux. Si les Panthers arrivent à courir efficacement, à convertir les 3e tentatives et à prendre l'avantage au score rapidement, on assistera à un match serré. Sinon, les Rams prendront le contrôle dès le 2e quart-temps et ne le lâcheront plus. Je vois clairement le 2e scénario se dérouler et je pars donc sur une victoire des Rams. Carolina a déjà réussi son exploit de la saison en se qualifiant pour les playoffs. L'expérience de Los Angeles devrait suffire et emmènera les Rams au Divisional Round. On passe ensuite au match dans la nuit de samedi à dimanche, les Bears contre les Packers. Ces équipes ont beau s'affronter 2 fois dans la saison, là ce sera différent. On est en playoff. Rivalité, tension et un public de Chicago qui n'attend qu'une chose, faire exploser le Soldier Field. Chicago arrive en tant que champion de division, Green Bay arrive en tant qu'outsider et c'est souvent là qu'ils sont les meilleurs quand tout le monde les enterre. Les Bears ont fait une saison énorme mais ils finissent avec une très grosse pression, ils doivent gagner ce match. Les Packers, eux, ont beaucoup moins de raisons d'être intimidés, personne ne s'attend à ce qu'ils aillent au Super Bowl. La première clé, ça va être la discipline. Dans un match de rivalité, tu as toujours un fumble, une pénalité idiote, une couverture ratée. L'équipe qui gérera le mieux ses nerfs prendra l'avantage. Sur cet aspect, avantage Chicago qui est l'équipe qui provoque le plus de turnover et qui en concède le moins. La deuxième clé pour les Bears, ce sera l'efficacité dans la red zone. C'est bien d'arriver dans les 20 yards adverses, mais si tu ne marques que des field goals en playoff, tu t'exposes au retour de ton adversaire. Green Bay a l'habitude de jouer ce genre de match, ils se sont qualifiés pour les playoffs sur 11 des 14 dernières saisons. Chicago n'est pas une équipe très efficace dans la red zone. Lorsque la profondeur se réduit, Caleb Williams est moins bon que s'il dispose d'un espace plus vaste derrière la ligne d'engagement. Ici, avantage Green Bay qui sait resserrer la défense dans les moments décisifs. La troisième clé sera la pression mise par les Packers sur Caleb Williams. Chicago a un jeune quarterback qui a du talent mais aussi de l'ego et en playoff ça peut être un avantage mais aussi un piège. Green Bay va le pousser à endosser le costume du super-héros à forcer des lancers. La ligne offensive des Bears devra au contraire l'aider. Permettre des play action, des passes rapides et surtout une attaque à la course crédible pour éviter les 3e et longues permanentes. Là on est sur un match nul, Caleb Williams étant capable d'envoyer des très bonnes passes dans le secondary adverse mais aussi des très mauvaises. Le facteur X, ça va être les équipes spéciales. Dans le froid, avec la pression, un punt mal géré ou un gros retour peuvent changer le match. Dans les matchs de rivalité, les détails font toute la différence. Je vois un match tendu, très nerveux. Si Chicago démarre fort, le public peut faire dérailler l'attaque des Packers. Si Green Bay survit au début et reste à une possession,
leur expérience peut parler dans le Money Time. Je vois un match serré de bout en bout, peu de points, des attaques limitées par la pression adverse et par les conditions météorologiques. Un match qui se joue sur la dernière possession et au bout du suspense, une victoire de Green Bay. Les Packers ont plus d'expérience que les Bears en playoff, les détails et la préparation psychologique à cet événement feront la différence. Chicago doit encore construire cet état d'esprit, mais ce sera la saison prochaine. On passe ensuite au match de dimanche à 19h entre les Jaguars et les Bills. Et là, on va assister à un duel de quarterback, Josh Allen contre Trevor Lawrence. Et surtout, Jacksonville reçoit ce qui change tout. Humidité, rythme et un Everbank Stadium qui devient vite bruyant quand l'attaque enchaîne. La première clé sera d'éviter les turnovers. Avec Josh Allen, les Bills ont ce qui se fait de mieux et parfois de pire. Jacksonville devra le forcer à jouer des actions à risque sans donner de terrain gratuitement. De l'autre côté, Buffalo va vouloir mettre Trevor Lawrence sous pression pour le faire accélérer ses lectures. Sur les turnovers, avantage aux Jaguars qui sont la deuxième équipe de la ligue qui récupère le plus de ballons. La deuxième clé sera de gagner les premières tentatives. C'est le nerf de la guerre. Si les Jaguars courent bien et gagnent 5 ou 6 yards sur les premières tentatives, ils pourront contrôler le match et dérouler leur cahier de jeu. Si Buffalo arrive à mettre les Jaguars en troisième et longue, tu demandes à Trevor Lawrence d'être parfait et c'est là que les Bills pourront provoquer des erreurs. Ici, léger avantage à Buffalo qui gagne plus de premières tentatives par match que Jacksonville. La troisième clé se trouvera du côté de la secondary des Jaguars. Buffalo va chercher les grosses actions. Passe dans la profondeur, jeu improvisé et des courses où Josh Allen casse un plaquage et transforme des troisième et longues en première tentative. Les trois solutions pour Jacksonville ? Plaquer, plaquer et encore plaquer. Aucun plaquage manqué, c'est non négociable. Sur cet aspect, match nul, les Jaguars étant l'une des équipes qui manque le moins de plaquage et les Bills l'une des équipes qui gagne le plus de yards par jeu. Le facteur X, ce sera la patience. Ce match peut partir en feu si ça tourne à l'échange de touchdowns. Mais si les défenses prennent le dessus, l'équipe qui acceptera de jouer petit à petit gagnera. Si Jacksonville impose son rythme et évite que ce match devienne chaotique, ils auront un coup à jouer. Si ça devient un match d'action improvisée, avantage Bills. J'imagine bien un match où les attaques prennent le pas sur les défenses, un score plutôt élevé, les deux équipes qui franchissent la barre des 20 points, et à la fin, une victoire des Jaguars. Buffalo est capable d'emballer le match offensivement, mais dans cette situation-là, leur défense ne me paraît pas assez stable pour les faire gagner. A l'inverse, l'escouade défensive des Jaguars est capable de faire cette action qui change tout, et cette supériorité, pour moi, fera la différence. On passe ensuite à l'affiche du dimanche soir à 22h30, et là, c'est du lourd, San Francisco qui se déplace à Philadelphie. Chez des Eagles habitués à la pression, avec une défense qui peut transformer un match en enfer mental. La première clé, ce sera la bataille des schémas. Les Eagles, comme les 49ers, aiment faire déjouer leurs adversaires. San Francisco habitue l'adversaire à défendre horizontalement, puis est capable d'accélérer sur une attaque verticale. Les Eagles, eux, aiment faire croire à l'attaque qu'il y a une ouverture, puis fermer la porte. Sur les schémas, avantage aux Eagles qui ont une défense suffisamment forte pour stopper les grosses attaques. La deuxième clé, ce sera la défense contre la course des Eagles. Quand l'attaque à la course de San Francisco est bien installée autour de Christian McCaffrey, ils peuvent te détruire sur play action derrière. Philadelphie devra gagner le combat physique. S'ils laissent les 49ers être confortables, ils subiront la possession de San Francisco pendant 35 minutes. Ici, avantage aux 49ers qui sont dans le top 10 des équipes qui ont le plus de possession du ballon, alors que les Eagles sont l'une des plus mauvaises défenses contre la course. La troisième clé, ce sera la position de départ des Eagles sur le terrain. Philadelphie est une équipe ultra efficace sur une partie du terrain, la red zone. S'ils vont dans les 20 yards adverses, ils marquent un touchdown 7 fois sur 10. Leur problème, ils ne vont quasiment jamais en red zone. Les Eagles parviennent à rentrer dans les 20 yards adverses à peine plus de 2 fois par match, les mettant au niveau d'équipes comme les Jets, les Raiders ou encore les Titans. Et pourtant, ici, l'avantage sera bien à Philadelphie. Thomas Merstead, le punter des 49ers, étant le moins efficace de la ligue sur les coups de pied de dégagement. Le facteur X sera la profondeur du banc. En janvier, ça se joue aussi sur qui a des bonnes jambes, des bonnes épaules, des bonnes mains. Et dans des matchs aussi physiques, le dernier quart-temps est souvent une épreuve d'endurance. Je vois un match d'échecs. La première équipe qui parvient à prendre 2 possessions d'avance force l'adversaire à sortir de son identité, et là, tu peux créer le turnover qui scelle tout. Offensivement, l'avantage est aux 49ers, défensivement aux Eagles. La différence se fera donc dans l'autre sens. L'attaque des Eagles est en panne cette saison, mais ses stars, Jalen Hurts, Saquon Barkley et Jay Brown, peuvent sortir l'action qui change tout. En face, la défense des 49ers était déjà amputée de ses 2 meilleurs joueurs, Fred Warner et Nick Bosa, et viennent de perdre 3 linebackers de haut niveau samedi soir face aux Seahawks. Ces absences vont coûter trop cher à San Francisco et ouvrir des espaces aux Eagles, que je vois s'imposer. On passe ensuite au match qui se déroulera dans la nuit de dimanche à lundi entre les Chargers et les Patriots. Là encore, on va avoir un énorme duel de quarterback, Justin Herbert contre Drake May. On tient ici peut-être le match le plus déséquilibré de cette semaine de playoff entre des Patriots qui ont fait une saison monumentale et des Chargers qui ont été intermittents toute la saison. La première clé, c'est quelle équipe parviendra à imposer son style. À domicile, les Patriots voudront contrôler le match. Des drives longs, une défense qui gagne les 3e tentatives et aucun cadeau offert à Los Angeles. Les Chargers, eux, voudront un match où Justin Herbert aura des possessions propres
pour installer son rythme. Là, on a un avantage pour les Patriots qui sont l'une des équipes les plus efficaces sur troisième tentative, ce qui leur permettra de faire continuer leur drive et donc de garder la possession du ballon. La deuxième clé sera la protection de Justin Herbert contre la variété défensive des Patriots. New England est capable d'annoncer une stratégie défensive avant le snap et d'en jouer une autre après le snap. Justin Herbert peut gagner le match s'il évite les lectures piégées et s'il accepte des gains courts. Sur cet indicateur, avantage aux Patriots, Justin Herbert étant le deuxième quarterback le plus saqué par match. La troisième clé sera liée au duel entre les receveurs des Chargers et les corners des Patriots. Si les receveurs des Chargers créent de la séparation assez tôt, Justin Herbert pourra dérouler. Si au contraire New England conteste tout et force Justin Herbert à conserver la balle, ça ouvrira la porte au pass rush et au sac qui tueront les drives des Chargers. Ici, les Chargers peuvent s'en sortir, Keenan Allen ayant la capacité de créer de la séparation par rapport à son défenseur. Dans ce match, le facteur X sera l'ambiance en prime time à Foxborough. Si les Patriots font un gros stop défensif dès le début du match, le stade deviendra un acteur majeur de la rencontre. Si on assiste à une bataille tactique et un match discipliné, les Patriots vont s'imposer. Par contre, si les Chargers transforment ça en affrontement entre quarterbacks avec du rythme, ils ont une chance. Sur l'ensemble, l'escouade offensive des Patriots est beaucoup trop efficace pour permettre aux Chargers de rester dans le match. Si New England parvient à éviter la redoutable ligne de safeties des Chargers sur des passes courtes et rythmées, ils éteindront les espoirs de leur adversaire. Je vois donc une victoire plutôt aisée des Patriots, sans doute avec 2 possessions d'écart. Pour finir, un match qui sent bon la bagarre, les Steelers contre les Texans, et attention, Houston arrive avec une énorme dynamique, mais Pittsburgh reçoit, et ça peut tout changer. La première clé, ce sera la défense de Houston. Les Texans ont été capables de limiter les grosses équipes, de réduire les espaces sur le terrain, de gagner des matchs en encaissant très peu de points. Si la défense des Texans conserve son agressivité, Pittsburgh va devoir être chirurgical en attaque. Sur les possessions des Steelers, les Texans auront l'avantage. Ils sont l'une des équipes qui concèdent le moins de conversions sur troisième tentative. La deuxième clé sera la position de départ sur le terrain des Texans. Pittsburgh adore faire traverser le terrain à son adversaire avec des positions de départ sur ses propres 20 yards. Punt depuis le milieu du terrain, explosivité de ses défenseurs sur équipe spéciale, agressivité sur les retourneurs de coups de pied. Si Houston commence ses drives sur ses propres 15-20 yards toute la soirée, ils finiront par craquer. Ici, avantage aux Steelers, Houston n'est pas l'équipe la plus efficace offensivement, ils gagnent en moyenne 5 yards par jeu, un niveau insuffisant en playoff. La troisième clé sera la protection des Texans contre le pass rush des Steelers. Si CJ Stroud a le temps, les Texans ont les armes pour avancer sur le terrain des Steelers. Par contre, si Pittsburgh arrive à mettre de la pression même sans blitzer, alors les Texans risquent de multiplier les 3 and out, et là, la foule plus la défense des Steelers peuvent faire dérailler tout le match. Dans la poche de protection des Texans, avantage Pittsburgh, qui est l'une des équipes qui parvient à faire le plus de sacs par match. Le facteur X, ce sera les turnovers. Ce match se jouera à une possession d'écart. Donc, une interception au mauvais moment, un fumble sur un plaquage, ça comptera double. Si Houston garde son calme et joue propre, ils peuvent éteindre le stade progressivement. Si Pittsburgh démarre fort offensivement, le match peut devenir émotionnel, et là, tout est possible. Dans une atmosphère qui risque d'être très froide lundi soir, je vois les défenses prendre le pas sur les attaques, et à ce jeu-là, je vois Houston s'imposer. Quand le froid s'installe, le jeu et la course devient déterminant. En attaque, les deux équipes ont quasiment le même niveau, mais la défense au sol de Houston est légèrement supérieure à celle des Steelers, et cette différence enverra les Texans au deuxième tour des playoffs. Voilà pour mes analyses du premier tour des playoffs. On rentre dans les matchs les plus passionnants de la saison, mais aussi les plus stressants. On suivra ensemble l'intégralité de ces playoffs jusqu'au Super Bowl. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner. Dis-moi en commentaire avec lequel de mes pronos tu n'es pas d'accord. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, je te souhaite une très bonne journée. Salut!